Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On est heureux en cette, j'allais dire, avant-veille de Noël, la semaine qui précède Noël. Dans une semaine, on y sera, les amis. On est heureux d'avoir Arnaud qui va nous délivrer toute sa science. Et déjà, en introduction, un immense merci à Arnaud parce que vous êtes 10 à avoir gagné un abonnement gratuit à Estimer mon commerce pour un mois. Vous allez pouvoir tester ce fabuleux logiciel. Je pèse mes mots, je n'ai pas d'action chez Estimer mon commerce, mais je trouve que c'est un très très bel outil. Donc, ben voilà, Arnaud a la liste maintenant et il reviendra vers vous dès que possible. À toi Arnaud, qui es-tu? Eh bien, bonsoir Olivier, merci de cette invitation et ravi de pouvoir passer ce moment avec vous. Voilà, en 2 mots, je suis le créateur, le fondateur du site estimermoncommerce.fr, qui est un site qui vous permet d'estimer la valeur d'entreprise, de commerce, plus de 500 activités, de murs commerciaux, de titres de société, et puis d'obtenir une estimation instantanée, professionnelle, précise pour aller, pour tous ceux que ça intéresse, vendre aussi des affaires, bien entendu, notamment dans le contexte actuel. Voilà, j'ai fait ce métier pendant 15 ans, donc je connais très bien, une vision très terrain. J'ai eu le plaisir d'accompagner plus de 300 opérations de cession côté acheteur, côté vendeur. J'étais aussi courtier en financement pro pour mes affaires. J'ai obtenu 100% de mes prêts. Et avant ça, j'ai fait un petit peu d'hôtellerie-restauration. Voilà, et aujourd'hui, le logiciel existe depuis 3 ans et en plus de 25 000 estimations réalisées, de très, très nombreux pros de l'immobilier qui s'en servent au quotidien pour gagner de l'argent. Super, une belle introduction. Bon, vous découvrirez aussi le personnage Arnaud. Voilà. Non seulement il a roulé sa bosse dans le business, mais il a roulé sa bosse tout court. Et ça je vous laisserai creuser de votre côté, mais c'est très, très riche. En tout cas, merci infiniment d'être là. Et on va tout de suite se lancer dans le bain, si j'ose dire. Alors, ce n'est pas le 11 décembre, c'est le 18 décembre. Mais je voulais déjà remercier nos partenaires, notamment Money Smart avec Olivier Landrevi, l'ESPI, Emmaüs, et puis les petits génies de l'immobilier de notre ami Tom Delay, qui, dès le début, a cru dans notre aventure. Et donc, est-ce que tu peux déjà, et la team entrepreneur, bien sûr, et je voulais déjà dresser un peu le portrait, brosser le contexte. Est-ce que tu peux nous partager ça, s'il te plaît, Arnaud? Oui, tout à fait. L'activité de cession de commerce mur et entreprise, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui rebute d'ailleurs souvent pas mal de pro-limo qui ont peur de pas mal de choses. Mais on est dans un contexte qui est porteur, qui l'a toujours été. Moi, j'ai commencé cette activité en 2007. Aujourd'hui, il y a 4,5 millions d'entreprises en France, dont 1 million de commerces. Entreprise, ça ne veut pas dire que des grosses boîtes, c'est aussi des commerces, le snack du coin, l'hôtel, la boucherie, mais aussi tout un tas d'entreprises auxquelles on ne pense pas forcément qui sont vendables. Et depuis maintenant 8 ans, on est sur un record chaque année de création, de nombre de créations d'entreprises. L'an dernier, c'était un peu plus d'1 million. Et donc, c'est un contexte très porteur parce que dans les créations, il y a aussi les transmissions, les reprises, les gens qui se disent finalement plutôt créer quelque chose ex nihilo, pourquoi pas reprendre quelque chose qui existe, qui fonctionne et poursuivre l'exploitation. Exact, merci. Donc, vous voyez, la croissance, elle est là. Je suis tenté de dire, il suffit de se baisser pour les ramasser, mais est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur la distribution et comment ça se répartit sur la totalité des créations? Quels sont les secteurs qui ont le vent en poupe? Qu'est-ce qui marche bien, moins bien et pourquoi? Tu peux nous donner ça? Alors, oui, bien entendu. Alors, sur le slide que tu montres à droite, sur la partie droite, on voit effectivement le top 10 des secteurs d'activité où il y a les prix de vente les plus élevés en France, statistique, c'est Altares qui a sorti ça. Et c'est très intéressant parce que ça correspond également, alors si on met de côté les 2 premiers, la pharmacie et les supermarchés, qui sont des affaires un petit peu particulières quand même, eh bien à partir de 3e jusqu'au 10e, ça correspond, ces affaires-là, aussi à celles qui font l'objet de la plus grande demande de la part des acquéreurs de commerce et d'entreprise. Donc, c'est quand même quelque chose qui est bien. Ça veut dire qu'il y a aussi de l'argent à gagner dans ce secteur-là. Actuellement, il y a un peu plus de… Alors, on a mis 100 000 sur le slide, mais c'est un peu plus que ça. À l'heure actuelle, c'est 110 000 affaires. Si on regarde, par exemple, sessionpme.com, qui est le portail de diffusion numéro 1 en France pour ce type de biens,
On a plus de 110 000 affaires en vente, donc il y a quand même une masse importante. On a un marché qui, en 2022 et 2023, a bien performé et sur 2024, qui suit à peu près la tendance de 2023, avec des petits hauts, des petits bas toujours, mais dans la durée qui est très pérenne quand même. Et ce qui est très intéressant aussi, parce qu'on me dit souvent, oui, mais il faut être dans une grosse ville pour vendre des business. C'est faux. En fait, aujourd'hui, il y a 80% des deals qui se font dans des villes moyennes, dans des petites villes, dans des bourgs, dans des villages. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'en ai vendu dans des coins perdus, dans la campagne, aussi bien que dans des grandes villes. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de mauvais secteur, si je puis dire. Bien, c'est intéressant de remettre un peu l'église au milieu du village et de comprendre que voilà, les pépites se dénichent un peu partout. Tout à fait. Quels sont les atouts et voilà, comment tu vois le potentiel que peut représenter ce marché? On est quand même dans un contexte, juste pour donner un peu de recul sur ce qu'on aborde ici, un contexte, vous avez vu, hein, les chiffres sont sortis, voilà, on était passé de 1,2 million, on est à 870, 850. Enfin, c'est des chiffres qui sont sur le résidentiel vraiment en chute. Alors, ils étaient montés très haut. Toi, qu'est-ce que tu nous proposes du côté du pro, s'il te plaît, de ton côté? Alors, pour moi, le pro, j'irai jamais dire à tout le monde que c'est une activité miracle, facile, où on peut s'enrichir facilement, mais elle n'est pas plus ni moins que l'immobilier dit résidentiel, le traditionnel. Mais en revanche, c'est une activité qui propose des atouts insoupçonnés. Et je le constate quasiment au quotidien en parlant. Il y a deux avantages majeurs qui sont d'abord le fait que si vous souhaitez vous lancer dans cette activité, vous aurez très peu de concurrence, contrairement au résidentiel. Et c'est quand même un atout intéressant parce qu'il est assez rapide et facile quand on se lance dans cette activité de faire son trou et devenir un petit peu l'autorité référente sur vos secteurs géographiques. Et ça, c'est Arnaud, important. si je peux me permettre, c'est ton premier argument, mais pourquoi il n'y a pas de concurrence ou peu de concurrence? Il y a peu de concurrents parce que c'est une activité qui fait peur à beaucoup d'agents immobiliers qui ont Ok. justement peur d'aller là-dessus et qui sont pétris souvent de préjugés. J'en parle souvent sur LinkedIn justement, mais des préjugés tels que il faut maîtriser la comptabilité, un commerce c'est long à vendre, tous les commerçants sont vendeurs et c'est faux. Tous les commerçants qui vendent se cassent la figure et c'est faux. Mhm. Et c'est une des raisons pour laquelle on a aussi créé l'outil Estimer mon commerce, c'est pour aider les utilisateurs à se lancer, notamment les néophytes, en s'appuyant sur ses forces pour casser les freins justement qui souvent les bloquent. On dit aujourd'hui qu'il y a 20% des commerces à vendre. Tu corrobores, toi, ces données? Alors, je dirais 20 à 25%, et c'est très simple, et ça rejoint l'atout numéro 2 de cette activité qui tranche nettement avec le traditionnel, que j'ai fait aussi, hein, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai fait du tradi. Eh bien, la prospection, je l'ai constaté, moi, pendant des années, hein, mes équipes aussi, hein, il suffit de prospecter des commerces pour voir, constater qu'il y a un commerçant sur 4, un commerçant sur 5, qui, lorsque vous allez lui dire « Bonjour, je vends des commerces, est-ce que vous êtes vendeur ?» il va vous dire « Oui ». Ou il va vous dire oui, j'y pense, ou oui, je me demandais combien ça vaut, ou oui, Mhm. effectivement, ou alors oui, je suis déjà en vente. Et pour ça, il Un suffit quart, d'aller le voir. c'est quand même beaucoup mieux que dans le résidentiel, les amis. C'est sûr que c'est un atout énorme. Je dis souvent dans ce métier-là, on peut très rapidement constituer un portefeuille de fonds de commerce. La question, c'est pas de constituer un portefeuille, c'est de constituer un bon portefeuille Mhm. avec des bons prix de vente. C'est ça qui est surtout important. Voilà. Il y a un potentiel qui est très fort, donc évidemment. L'avantage aussi, c'est qu'on a une valorisation des biens qui est extrêmement précise, donc qui laisse peu de marge à des zones d'ombre. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Estimer mon commerce, évidemment. Ça permet d'avoir des valeurs de marché précises. C'est une activité aussi, beaucoup d'agents ne savent pas, qui est très rémunératrice, puisque les usages dans ce métier, c'est pas 6%, c'est 10%. Et 10% d'honoraires, c'est quand même pas mal. Ça se défend très bien. À titre d'exemple, les honoraires que moi je facturais, hein, donc je ne parle pas de se présenter, hein, qui étaient 10, ceux que je facturais, c'était 9,37% TTC en moyenne. Bravo, Donc on est quand même bravo. sur Oui. sur des honos sympas, avec des honoraires moyens à 28 000 hors taxes à peu près. Hein. Voilà. Non, Euh, intéressant. Alors, je fais une petite digression, mais pas complètement. Sur cette activité, en fait, il ne faut pas forcément, on parle de la vente de commerce. Moi, j'ai dans ma team quelqu'un qui fait de la location et qui s'en sort très bien, voilà, de l'entreprise, des entrepôts notamment. Donc, il n'y a pas que la vente. Voilà.
Tout à fait, il y a aussi la location. Alors la location présente l'avantage de ne pas devoir passer par le tamis du compromis de vente, de conditions suspensives, évidemment, de prêts bancaires, d'actes définitifs, puisque globalement, la location, ça consiste à négocier, pour schématiser, avec un bailleur, enfin, en étant l'intermédiaire entre un preneur et un locataire, donc, et un bailleur, négocier les conditions qui sont principalement le bail commercial, évidemment, le loyer, et puis éventuellement les travaux qu'on va faire dedans. Et lorsqu'on signe le bail en s'étant mis d'accord sur ces conditions, bah, à ce moment-là, l'intermédiaire perçoit ses honoraires. Alors, les modes de calcul des honoraires varient, mais globalement, on peut partir sur certains font 20% du loyer annuel, d'autres 10% de 2 ans de loyer, certains font 10% du loyer triennal. Mais c'est très rapide, ça peut prendre quelques jours seulement, alors qu'une vente de fonds de commerce, c'est pas plus long qu'un deal de résidentiel, mais ça prend quand même 3 mois à peu près à partir du moment où on a obtenu l'offre qui est acceptée par le vendeur. Super. Et vous vous rendez compte aussi que, et c'est ton prochain point, je crois que en termes le commerce, c'est d'abord le samedi, hein. Donc le samedi, c'est chez vous, les amis. Vous n'allez pas aller voir les clients le samedi. Donc vous avez une qualité de vie qui est sympa. C'est ce que tu voulais nous partager, c'est ça, Arnaud? Ah oui, j'ai le bonheur d'avoir des enfants que j'ai vu grandir, une épouse que j'aime, avec lesquels j'ai pu passer tous mes week-ends. La raison Bravo. pour ça, c'est que les acheteurs d'un fonds de commerce sont des gens qui cherchent à acheter un outil de travail. Je rappelle qu'un fonds de commerce, c'est une activité qu'on rachète et qu'on va poursuivre tel que le faisait le vendeur. On ne va pas tout changer, ça c'est un droit au bail sinon. Et donc, ce sont des gens qui sont dans une posture de recherche, comme s'ils cherchaient un boulot en fait. Et on ne cherche pas un boulot en le faisant que le samedi. Une fois qu'on a fini de bosser, on le fait toute la semaine, du lundi au vendredi. Eh bien, ça donne la possibilité, lorsqu'on a des acquéreurs de fonds de commerce, de pouvoir les recevoir pour visiter du lundi au vendredi de 9h à 18h, ce que j'ai fait pendant des années. Et ça m'a permis de réserver les week-ends complets à ma famille, ou alors, dans des cas rares, à sortir pour recevoir une offre d'achat, un accord de vente ou un compromis de vente, mais vraiment pour des cas extrêmes. Donc, c'est quand même Super. plutôt pas mal pour la qualité de vie. Super. Il y a quand même un côté très stimulant aussi intellectuellement, parce que voilà, il faut quand même, on joue avec des chiffres, on joue avec un bilan, un compte de résultats. Alors, tu l'as dit, hein, en introduction, on n'est pas obligé de tout maîtriser, mais je dirais qu'à force d'entrer dans le jeu, ben, on commence à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et surtout les lignes à voir en priorité. Alors effectivement, bon, ça c'est probablement le frein majeur chez les pros limo qui hésitent à se lancer en commerce et qui me disent qu'il faut être bac plus 12 en compta, c'est faux. Pour schématiser, un bilan, c'est environ 50 pages. Dans 50 pages de bilan, pour faire une évaluation vraiment professionnelle d'une affaire, il faut 2 pages. Ça s'appelle le compte de résultat détaillé. Dedans, il y a le chiffre d'affaires, on a tout ce qu'on a encaissé pendant l'année, vient en déduction 6 familles de charges qui aboutissent à une rentabilité. C'est sur la base du chiffre d'affaires et de la rentabilité qu'on va faire une estimation précise et ensuite on va y ajouter différents facteurs d'exploitation. Mais globalement, ça se limite à ça. C'est aussi ce qu'on a rendu extrêmement intuitif dans le parcours d'estimation sur Estimer mon commerce pour que les néophytes puissent le faire sans jamais avoir ouvert un bilan. Et c'est également un métier qui est hyper intellectuellement, humainement gratifiant parce qu'on est sur des projets de vie. Quelqu'un qui vient acheter un commerce, c'est quelqu'un souvent qui est nomade, qui fait des centaines de bornes pour se déraciner d'un endroit et aller dans un autre. Et donc, il va emmener derrière lui sa famille, il va vous faire confiance, il va acheter une affaire qui lui permet de gagner sa vie, puisqu'il achète une affaire dans laquelle il y a un chiffre et une renta, qui lui permettent à la fois de rembourser son prêt, mais surtout de se rémunérer. Et une fois qu'effectivement il a réussi ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, humainement est incroyablement fort. Et en plus, ce qui est génial, c'est que comme il ne va pas acheter son logement en même temps, il va d'abord se baser sur ce que sort l'affaire. Au bout d'un Mm. an ou deux, généralement, il va revenir vers vous si vous avez bien bossé pour évidemment acheter un logement. Et ça vous permet de faire coup double, ce qui est pas mal également. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui me disait aussi sur le logement, c'est en fait, il vend pas mal de logements, mais il vend pas mal de logements à des patrons, justement. Et ça change tout à fait l'état d'esprit. Parce que c'est vrai que sur le logement, sur le résidentiel, on n'a pas le même niveau d'engagement. Là, vous avez affaire à des patrons, des gens qui sont des vrais entrepreneurs, et il y a un sens de l'engagement qui est tout autre. Donc, si vous aimez voilà, travailler avec des gens de conviction, bah, voilà, on le voit de plus en plus, hein, dans l'IMO résidentiel, des gens qui vous posent des lapins. Je serais tenté de dire, je n'ai pas les statistiques, peut-être que toi tu peux nous éclairer là-dessus, mais
il y a un niveau, j'ose pas dire d'éthique, ça serait porter le sujet un peu trop haut, mais il y a un niveau de respect mutuel parce que, bah oui, c'est des commerçants, donc ils savent ce que c'est que, voilà, se prendre un lapin. Donc, je dis ça, mais ça peut être autre chose. Mais dans la relation, elle est quand même, elle est très riche. Moi, je sais que c'est, encore une fois, quelqu'un qui est dans ma team, une autre personne, mais qui a mis en exergue ce critère-là comme bah, quelque chose qui l'encourage à continuer dans le pro. Donc, vraiment, ça peut être super intéressant. Et alors, comment ça se passe au quotidien? Alors, la prospection, voilà, comment ça fonctionne pour le pro? Alors, je fais le lien entre ce que tu viens de dire et la prospection sur laquelle j'arrive, effectivement, et aussi le frein numéro un de beaucoup d'agents immobiliers. En fait, il y a beaucoup d'agents qui pensent que quand ils vont aller voir des vendeurs, qui sont des commerçants, hein, ils vont se faire challenger sur la comptabilité. Parce que beaucoup d'entre eux pensent qu'un commerçant, ça maîtrise son bilan. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Rares sont ceux qui savent lire leur propre bilan, et j'en suis l'exemple frappant, puisque j'ai eu un commerce, hein, j'ai eu un restaurant que j'ai créé, que j'ai développé, que j'ai revendu, et je ne savais absolument pas lire mon bilan. J'ai appris ça ensuite sur le tas en commençant à vendre des fonds de commerce. Et donc, c'est ça qui est à retenir. Il faut se lancer, il faut y aller, il faut rencontrer des commerçants. Ce sont des gens qui sont focalisés sur leur activité et pas du tout, généralement, sur la gestion d'entreprise et encore moins sur la lecture des comptes. Donc, la prospection, c'est le truc qui va complètement changer de braquer en fait cette activité par rapport au traditionnel, puisque c'est hyper simple de prospecter des commerces. Je vous fais un exemple rapide, hein. Je prends 200-300 cartes de visite dans ma poche. Aujourd'hui, c'est journée prospection. Je n'ai rien prévu de particulier d'autre qu'aller sillonner ma ville ou mon zone géographique. Je rentre dans une brasserie de quartier qui est là. J'identifie avec un peu de bon sens la personne qui me semble être le patron en quelques secondes. Je me dirige vers lui, je dis bonjour, est-ce que j'ai le plaisir de parler au patron? Donc ça va donner un truc du style ouais, c'est pourquoi. Je vous rassure, je ne suis pas du fisc, hein, je suis simplement de vous laisser ma carte. Sur ma carte, il y a marqué Arnaud Villeroy, négociateur en fonds de commerce. Donc, c'est bien d'avoir des cartes de visite adaptées pour cette activité. Vous nous connaissez? Oui, non. En 2 mots, j'ai un petit pitch que vous retrouverez d'ailleurs dans nos guides pour agents IMO sur Estimer mon commerce avec une méthode complète, hein, qui vous est offerte. Il vous suffit de créer un compte, c'est gratuit. Et ça vaut de l'or. Et je vais lui dire, voilà, votre affaire me plaît. J'aimerais la présenter à nos acheteurs. Je suis venu voir si vous étiez vendeur. Et c'est là que vous aurez une grosse proportion d'entre eux qui va vous dire oui. Oui, effectivement, j'y pense. La raison, il y en a deux en fait. C'est parce que, un, vous avez peu de concurrents, et deux, la rotation dans un commerce est assez élevée. C'est rare qu'un commerçant garde 15 ans en commerce. Généralement, ça va être 3, 4, 5 ans, voire davantage, un petit peu, mais au bout de 7 ans, ils auront rentabilisé, ils auront payé leur prêt, puisqu'un prêt sur un fonds, c'est 7 ans. Donc, vous avez une rotation importante. Il m'est arrivé de vendre certaines affaires jusqu'à 4 fois en 12 ans, la même. Pour des bonnes raisons, hein. Tous les 3 ans, c'est pas mal. Alors, je vais vous donner une chose. La seule mauvaise raison, en fait, de vendre un commerce, et celle pour laquelle il ne faut pas prendre un mandat, selon moi, c'est parce que le commerçant se casse la figure. Et ça, c'est très difficile à vendre. Les bonnes raisons de vendre, c'est je pars en retraite, je change de région, j'ai fait le tour de la question, je veux acheter plus gros, plus petit, je divorce. Bref, il y en a plein. Donc la prospection, ça va vous ramener beaucoup de rendez-vous R1, les rendez-vous de découverte, c'est le rendez-vous ultérieur. Et donc, en une journée de prospection par semaine, vous allez pouvoir rentrer à peu près 20 mandats par mois sans forcer. Des mandats que vous aurez choisis, hein. Jours par mois, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, j'ajouterais un élément, si vous pouvez le faire en binôme, c'est beaucoup mieux. Et cerise sur le gâteau, et je parle sous ton contrôle, mon cher Arnaud, hein, tu es libre de challenger les éléments parce que je pense que tu es vraiment l'expert du sujet, mais je partage juste ce qui me semble fonctionner. Un garçon, une fille, c'est vachement sympa. C'est vachement sympa par rapport aux commerçants, c'est vachement sympa. Vous, on complète, enfin, ça fait, voilà, ça donne tout de suite, voilà, on ouvre vraiment les portes et ça crée de la confiance. Je l'ai fait moi-même, je l'ai vécu dans mon équipe et ouais, c'est super agréable en fait de pouvoir faire ça. Tout à fait. On peut faire ça même en version commando avec toute l'agence qu'il fait. On peut faire ça en solo, on peut faire ça, mais il faut surtout faire ça sans se prendre trop la tête, hein. C'est un métier de terrain. Il suffit d'aller voir des commerçants. C'est souvent des mines d'informations. Vous avez aussi des prescripteurs sur vos zones qui peuvent vous aider, les banquiers pros, les assureurs pros, les experts comptables, les avocats. Mais de toute façon, sans dépendre de personne, vous y arriverez parce que c'est facile à faire.
Je vous donne un exemple en 30 secondes chrono. J'ai fait une visio il y a quoi? Il y a 2 semaines. Et à la visio suivante, il y en a un qui est revenu à qui je disais ça. Il m'a dit, bah, c'est dingue parce que je déposais ma fille au bus. J'ai laissé la voiture en warding. Il y avait 6 commerces. En 5 minutes, je suis allé tous les voir. J'ai 3 rendez-vous R1 vendeur. Bravo, Voilà. super. Donc c'est possible. Après, sur les annonces, Alors les annonces, c'est effectivement c'est un peu piégeux. Donc je vois beaucoup d'annonces malheureusement de commerce qui sont mal faites parce que dedans il y a des photos. Donc déjà, faut pas mettre de photos sur une annonce de commerce, ou en tout cas des images génériques, pas des images du commerce. Il faut pas mettre d'adresse non plus, et surtout il faut mettre dans une annonce des éléments concrets, des éléments que vous aurez récoltés en amont lors du rendez-vous R1, le rendez-vous de découverte, qui se fait de manière qualifiée avec une structure. Vous avez d'ailleurs un outil précis pour ça sur Estimer mon commerce qui s'appelle la trame de découverte d'un vendeur. Hein. Il y a tout dedans, toutes les questions lui poser. Et ça va vous permettre, en ayant des éléments très concrets, de faire une annonce qui intéresse les acheteurs et qui font déclencher un appel entrant avec des métriques dessus, telles que les volumes de vente, les tickets moyens, les éléments du bail commercial, comment est tenue l'affaire, comment elle est exploitée, les horaires, les fermetures, le type de clientèle, l'environnement. Et ce genre de choses, c'est vraiment ce que recherche un acheteur. Un acheteur qui vous demande des photos de but en blanc comme ça, pour moi, c'est un peu un touriste. C'est pas un vrai acheteur de fonds de commerce. hmm. Et vous avez la méthode aussi pour rédiger une bonne annonce et une trame d'ailleurs sur Estimer mon commerce. Pour les acquéreurs, Alors voilà. les acquéreurs, il y a trois grandes notions qu'il faut retenir pour être quasiment sûr d'avoir des prêts bancaires. Parce faut pas oublier que quand on parle à un acquéreur, derrière lui, on parle aussi indirectement à ses conseils qui vont être un expert comptable et puis un juriste, hein, qui va le représenter lors du compromis. Et derrière eux, il y a une banque. C'est la banque de l'acquéreur. Donc, il faut se souvenir que si on signe un compromis en disant pile ou face, ben, on verra si ça passe, ça marche pas. Moi, j'ai eu 100% de mes deals parce que j'ai eu 100% de mes prêts parce que j'ai anticipé ça avec 3 conditions vraiment aggravées dans le marbre. La première, c'est votre acheteur, il doit avoir entre 30 et 40% d'apport. C'est la quotité nécessaire pour aller chercher un prêt. On peut parfois baisser, mais c'est plus difficile. La deuxième, c'est que votre acquéreur doit avoir une expérience professionnelle adaptée à l'activité. Certaines activités n'en ont pas besoin. On peut une reconversion, c'est pas de problème, comme du tabac, par exemple. Mais d'autres activités comme le CHR, le café, hôtel, restaurant, là, pour le coup, il faut vraiment un profil adapté. Sinon, la banque dira non. Elle va dire, OK, est-ce que vous pouvez remplacer le cuisinier que vous aurez nécessairement, vous ne savez pas cuisiner, si demain, il part? Non, eh ben, je ne vous finance pas. S'il ne vous finance pas, il n'y a pas de deal, il n'y a pas d'honoraire. Donc, il faut garder ça en tête. Et la troisième condition, vraiment sine qua non, c'est le juste prix. Si vous signez un compromis avec un prix trop élevé, il y a de très fortes chances que la banque retoque le dossier parce qu'elles savent très bien quand c'est trop cher. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles on a créé Estimer mon commerce aussi, parce que pour rentrer le mandat au bon prix, mais aussi en fin de course pour pouvoir avoir le dossier bancaire. 3 conditions. Bon, c'est super intéressant. Ça, c'est des conseils vraiment stratégiques. Juste pour rebondir sur les tabacs, tu disais pas d'expérience. C'est vrai que souvent, les tabacs, il y a parfois du loto, il y a parfois. Voilà, il y a quand même des éléments. Tu peux nous en dire un mot là sur des éléments un peu plus peut-être qui demandent d'autres compétences? Alors le tabac, ce sont des commerces qui sont, malgré la mauvaise réputation du tabac, très pérennes, très rentables, hein. Quoi qu'on en dise, hein, de toute façon, moi j'ai constaté, j'en ai vendu plus d'une trentaine. Ce sont des commerces qui permettent à quasiment n'importe qui, sauf s'il a un casier judiciaire, eh bien de pouvoir reprendre cette affaire. Il faut être un peu rigoureux, il ne faut pas être spécialement technique. Il y a un petit stage qui est prévu pour le repreneur de 2-3 jours pour le tabac, un stage pour la Française des Jeux, un stage pour la presse, un stage pour le PMU. C'est des formalités quasiment. Donc ça se finance bien, ça se revend bien également. Alors, dans les quartiers populaires, c'est plus difficile parce que ça rebute un peu les acheteurs, mais sinon, ça se vend très bien. Et c'est les affaires qui sont les deuxièmes plus vendues en France après les boulangeries, statistiquement. Donc, tu parlais des quartiers populaires. Tu vas regarder les revenus des foyers. Tu vas avoir une approche sociétale des CSP. C'est des éléments que tu prends en compte quand tu fais ton marché?
Je me prends pas autant la tête que ça, hein. Je sais très bien que si dans un quartier populaire, non, je vais être très trivial, hein, si dans une cité, je rentre en tabac où ça cartonne, mais franchement, les tabacs dans les cités, ça cartonne, hein. D'ailleurs, dans plein de quartiers populaires, parce que c'est là qu'il y a de la clientèle, des gens qui jouent, des gens qui fument, etc. Hmm. Plus que dans le 16e arrondissement, forcément, ben, je sais Ouais, que mon acheteur, il va un peu grincer des dents. Il va me dire, bon, ben voilà, l'affaire, elle tourne bien, mais là, l'emplacement, ça me plaît moyen. Est-ce que vous n'auriez pas la même chose dans le 16e arrondissement? Pour le coup, le 16e, il y en a, mais il y en a moins à vendre. Alors après, je schématise, mais entre les deux, il y a tout un tas de quartiers où effectivement, on sait que l'acheteur, il va quand même regarder l'environnement. Il faut être attentif à ça parce que si on rentre des commerces dans des endroits qui sont un peu plus, alors sans aller jusqu'à dire chaud, mais il faut tenir compte de ça. On sait que l'acheteur regarde ça aussi et c'est logique. C'est logique. Même si parfois, dernièrement, malheureusement, la température, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi le réchauffement des quartiers, si j'ose dire. Qui dit c'est la ça. Ouais. température chauffe. C'est ça. Ça devient, je dis pas que c'est la norme, mais ça commence à se diffuser. Donc il faut être vigilant là-dessus. Mais si tu avais à dire, voilà, parce qu'on voit bien le profil de ces gens-là. Aux États-Unis, on parle de pawn shop et on les voit bien ces quartiers quand on traverse les États-Unis et on voit tout de suite la sociologie. Quand vous avez les pawn shops, en général, il ne faut pas trop rester proche parce que ça peut être un peu dangereux. Là, tu dirais la même chose, ça peut être dangereux ou il faut quand même y aller même si c'est dans des quartiers qui sont à prime abord pas forcément hyper, Alors, hyper intéressants. je réfléchis pas tant en termes de dangerosité, je te réfléchis en termes de vendabilité. La question que je me pose quand je prends un mandat, c'est est-ce que je vais le vendre ou pas? Si la réponse, c'est en feeling, c'est non, je ne le prends pas, ça sert à rien. Et je peux choisir, parce que quand je vends mes commerces, je suis en position de force, il y a beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Pour le coup, je peux dire non, je ne Non, mais prends là, pas un tu mandat. parlais du 16e. On voit bien que le 16e, tu ne vas pas faire autant de loto que, je sais pas, moi, au mois du Taureau, à Lyon, ou je sais pas. Mais pour le coup, l'auto, c'est pas forcément le produit d'appel dans un tabac, c'est ce qui va faire venir un peu, mais c'est surtout des clopes. C'est ça qui va ramener. Alors pour le coup, ce que je vais regarder, c'est effectivement les chiffres, la rentabilité, bien évidemment. Et je vais me poser la question si l'emplacement, bah, il va pas être de nature à me faire challenger un petit peu par les acquéreurs, tout simplement. D'ailleurs, ce que je dis là, c'est valable pour tout un tas d'activités, parce que là, on parle des activités CHR et les choses qui sont un petit peu iconiques quand on vend des commerces, hein, le fleuriste, le coiffeur, très dur à vendre d'ailleurs. Mais il y a énormément d'activités, tout est vendable en espèces. C'est pour ça que sur Estimer mon commerce, vous pouvez estimer 500 activités différentes parce que Hmm. tout est vendable. Et les acheteurs ont assez rarement l'instinct d'aller vous demander ces activités-là. Ils vous demandent souvent de la restauration, des choses comme ça. Donc, et pour terminer sur ta question, il y a des acheteurs qui cherchent les quartiers populaires parce qu'ils savent très bien que c'est hyper lucratif. Mais c'est une typologie d'acheteurs qui est moins fréquente quand même. D'accord. Intéressant, intéressant. La méthode en détail, bah, vous la trouvez là. Hein, tout est disponible sur Internet, les amis. Ouais, on a écrit des guides, je vous invite à les lire et vous feront économiser entre 2 et 3 ans de tâtonnement que nous, on a connu, hein, ces tâtonnements-là en démarrant. On a écrit 12 guides qui se suivent, très, très concrets, très pratiques. C'est des méthodes de terrain pour réussir et surtout éviter les pièges dans lesquels tombent beaucoup d'agents qui font du pro et qui nous consultent au quotidien pour nous dire, voilà, j'ai rentré ça, je le vends pas, pourquoi? Bah, fallait pas le rentrer. Et comment faire? Bah, vous avez tout là. Super, bah ça c'est vraiment passionnant de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Alors des questions, oui, on en a. On commence avec la première question. Tu as dit tout à l'heure que, si j'ai bien compris, la coiffure était un peu compliquée, c'est ça? C'est Oui, la celui-là que tu coiffure, as c'est dur à vendre. La Oui. coiffure, c'est Tu peux dur à nous vendre, mais ça expliquer fait pourquoi, s'il te souvent. plaît? Oui, oui. Bah alors, ça fait souvent partie des commerces qui vous appellent pour vendre. La raison est simple, c'est qu'ils ont du mal à vendre. Et la raison, c'est que un coiffeur, il y a beaucoup de ce qu'on appelle intuitu persona, c'est-à-dire que la personnalité du dirigeant est très importante. Ah, mon écran a disparu, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si, si, on est là, on est là, on est là, on est là. Euh, Ça va revenir, les amis. C'est-à-dire que le jour où le coiffeur vend, le gérant, le patron vend, la question c'est est-ce que derrière la clientèle va suivre? Et généralement, une bonne partie de la clientèle ne va pas rester. Donc, ça fait que les acheteurs qui veulent se lancer en coiffure, plutôt que racheter un fonds très souvent, sauf à le racheter vraiment très bas, hein, quelques dizaines de milliers d'euros et encore, ils vont préférer souvent le créer.
en trouvant un local vide ou qui vont payer pas cher ou sans droit d'entrée, ou une location pure. Ils vont mettre un petit peu de matos dedans, quelques sièges, des bacs, un peu de matos. Ils vont démarrer leur activité plutôt que racheter un fonds de commerce, ils vont le créer. Et ça, c'est valable aussi pour les fleuristes, assez souvent, c'est valable. Il y a des activités difficiles à vendre comme ça, hein. Les boucheries, les charcuteries, c'est difficile. Les traiteurs aussi sont des activités très ciblées. Et encore plus difficile, c'est les restaurants gastronomiques, les restaurants ethniques aussi, pour lesquels on a une spécificité si forte que ça rebute le plus grand nombre d'acheteurs derrière pour aller dessus, en fait. C'est Beaucoup très plus clivant, en facile fait. de Je comprends vendre ce que tu dis. un snack qu'un resto gastro. D'accord. Ouais. Il manque un peu d'universalité et donc évidemment c'est plus délicat à mettre sur le plateau sans jeu de mots pour parler de C'est ça. restaurant. Je vois qu'on a pas mal de monde qui sont là et je vois qu'il y a Valérie Lemaire qui est là. Valérie, tu connais l'IMO Pro, tu veux partager ton expérience et peut-être tu as des questions pour. Tu nous entends, Valérie? Peut-être des questions pour notre ami Arnaud. Est-ce que tu nous entends, Valérie? Non, je suis pas sûr qu'elle soit là. Euh, Attends, si elle doit être là. Je n'avais pas le. Voilà. On va faire monter là tranquillement. Est-ce que tu es là, Valérie? Est-ce que tu nous entends? Voilà, Valérie. Valérie Lemaire qui fait du pro, si je dis pas de bêtises. Tu nous entends, Valérie? Allô, allô? Bon, sinon, on va continuer et on va. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre sur le pro. Enfin, déjà, toi, ta situation, tu parles souvent de on. Donc, c'est toi qui as monté la boîte, on a bien compris, estimer mon commerce. Toi, c'est un secret pour personne. Tu as traîné tes guêtres chez Michel Simon pendant pas mal de temps. Donc, tu as bien appris le sujet là-bas. Mais donc, tu n'es pas tout seul, c'est ça? Vous êtes plusieurs personnes sur estimer mon commerce? Ah oui, oui, et c'est un logiciel très puissant avec beaucoup d'options et surtout très intuitif et ça nous a demandé, tout seul, j'aurais pas pu le faire, bien entendu, hein. On a une équipe complète avec derrière pas mal de développeurs web. Euh, on a aussi un chat online qui vous permet de poser des questions et figurez-vous que c'est des humains qui répondent, donc ça demande aussi d'avoir des gens. Voilà, donc effectivement, c'est quelque chose qu'il nous a fallu 3 ans pour créer ça et pour le calibrer, pour qu'il soit ultra fiable. Et puis derrière, D'accord. on est à l'affût de tous les retours, donc pour pouvoir améliorer C'est en combien temps de réel la personnes en situation. clair, s'il te plaît, Arnaud? Aujourd'hui, on est 6. 6 personnes, super. Et vous êtes installé où? On est partout en France. Mais physiquement, là, tu es où? Là, je suis sur Nice tout de suite. J'ai pas compris. Tout de suite, je suis à Nice. Nice, ok, super. Et en général, vous êtes basé à Nice, c'est ça? Alors, on a des membres de l'équipe sur Lyon, il y en a sur Paris, il y en a sur Nancy, il y en a sur Marseille. Toi, tu es Euh, basé à Nice. Ouais, moi j'ai choisi de résider à Nice, ma ville Bon, d'adoption, ma c'est ville pas de un mauvais naissance. choix, les amis, bravo. Non, c'est bien. Félicitations. Valérie Lemaire qui est là. Bienvenue, Oui, Valérie. Donc, tu fais du pro, c'est ça? Tu bonjour. peux nous parler de ton expérience, s'il te plaît? Oui, 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 je fais du pro et depuis 5-6 ans maintenant. Je vais peut-être pas reparler des fonds de commerce parce que Arnaud en a beaucoup parlé, mais je dirais qu'il y a aussi pour moi, ça, ce dont on vient de parler là avec les fonds de commerce et l'immobilier commercial, mais il y a aussi l'immobilier pro pur, c'est-à-dire de l'entrepôt, du bureau, du local commercial. Et puis, il y a aussi l'immobilier d'affaires, d'entreprise avec la vente de titres. D'ailleurs, sur l'outil d'Arnaud, on peut aussi évaluer des titres, hein. Et l'immobilier pro pur, je veux dire, le bâtiment, c'est intéressant dans le sens où il y a un vrai besoin partout en France, je crois. Bien sûr, moi, je suis plus en région parisienne, mais je vais un peu sur Pau aussi, par exemple, ou dans le nord de la France. Il y a le même besoin. Des artisans qui cherchent du stockage, qui cherchent à faire de la prod, donc des entrepôts sur un marché qui n'est pas pris par les gros, type Éole. Donc du 700 à 1000 mètres carrés, avec un peu de terrain, ça se vend tout de suite s'il est au bon prix. Donc je vous conseille d'y aller parce que c'est pas difficile à vendre, pas beaucoup plus difficile qu'une maison, par exemple.
Et puis des entrepôts à la location, parce que comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est beaucoup plus rapide qu'une vente tradie ou qu'une vente de fonds de commerce. Une location, moi, c'est 30% du loyer annuel. Donc, si l'entrepôt est gros, ça fait des gros loyers, ça peut être sympa quand même, c'est à prendre en considération. Et puis c'est assez facile à vendre. On fait une étude de valeur de marché par comparaison et on a vite le montant des loyers. Normalement, on est rapidement appelé si l'entrepôt n'est pas en trop mauvais état. Que dire d'autre? Puis après, il y a aussi à ne pas négliger le fait que le commerçant, même s'il n'est pas vendeur, mais c'est vrai il peut être vendeur, en tous les cas, c'est souvent quelqu'un qui a beaucoup d'informations. Si vous prenez le temps de discuter avec lui sur le marché, sur monsieur untel qui est décédé, donc il va y avoir une succession à prendre. Donc vous pouvez rebondir sur du résidentiel assez facilement. Et puis un jour, il a son fonds de commerce à vendre et si vous n'êtes pas à l'aise, vous partagez avec un pro et puis ça le fait. Mais c'est vrai qu'avec les bons outils, on peut vendre, je dirais pas n'importe quel commerce, mais beaucoup de commerces. Et Combien de temps que tu fais du pro, toi, Valérie? 6 ans, je crois. 6 ans à peu près. D'accord, super. J'ai commencé tout doucement, hein, comme Arnaud, je savais. Pourtant, j'ai été à mon compte pendant 17 ans. J'avais délégué aux autres le fait de lire mon bilan et bien mal m'en a pris. Donc, de vexation, j'ai appris à lire un petit peu. Et puis, moi, je pense que c'est bien quand même d'avoir quelques notions, mais plus on en vend, plus les notions viennent, parce que quelquefois, on a des commerçants qui nous disent « Ouais, mais mon comptable, il m'a dit que ça valait tant ». Le comptable, on ne le voit pas, il nous dit, on ne sait pas si c'est vrai, c'est le commerçant qui nous dit qu'il en veut tant et il utilise son comptable. Donc là, je pense qu'il faut quand même avoir quelques notions ou un très bon avis de valeur très, très construit, comme on peut le faire avec cet outil, estimer mon commerce, pour pouvoir défendre son avis de valeur, puis plus tard pouvoir le défendre auprès d'un acquéreur qui veut peut-être négocier un peu trop bas. Donc c'est bien d'avoir quelques notions quand même sur un bilan, mais ça vient vite. Et puis après, faut pas oublier que c'est comme du résidentiel, c'est avec le local, son emplacement, sa déco. Est-ce que c'est triste et qu'il faut se conseiller aux commerçants de mettre un coup de blanc, de peut-être changer, si c'est un restaurant, changer un peu ses chaises dont le cuir est un peu trop limé, c'est un peu crade, lui donner des conseils. La vente d'un commerce n'est pas que un bilan. C'est Tout à aussi fait. c'est surtout un bail aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que si on reprend un bail qui arrive en fin de course, ça peut être très embêtant. Donc il y a d'autres petites choses comme ça, mais c'est vrai que c'est gratifiant Bail, intellectuellement. tu conseilles quoi, toi, Valérie? Comment? Sur le bail, les notions de durée, quelle est ta perception? Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas s'y aventurer? C'est déjà, tu vois, est-ce qu'il y a des Sur entre le dernier tiers, c'est embêtant, dernier hein, tiers? Ouais, d'accord. forcément. C'est embêtant, sauf à rencontrer le bailleur et lui dire qu'on va refaire un nouveau bail, un tout nouveau. Mais souvent, ils n'aiment pas parce que le cédant, il est responsable pendant 3 ans des impayés de loyer du repreneur. Donc c'est bien, ils n'aiment pas trop qu'on fasse des beaux nouveaux, mais on peut y arriver quand même à négocier ça. D'accord. Et toi, tu accompagnes les gens alors aussi notamment avec des outils comme ceux d'Arnaud, mais parce que tu es mentor, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais Je être suis bien mentor, renseigné, hein? ouais. Être mentor, c'est faire passer sa passion, dire que, en fait, on a quand même un atout. Alors, en tant que mandataire, c'est que on est chef d'entreprise. Faut pas oublier on est comme les commerçants, on est à notre compte, on, trans- on respire le même air, on a la même motivation. Chaque matin, nous, on doit faire tourner aussi notre commerce et notre fonds de commerce. On doit avoir du stock de mandats, comme eux, ils doivent avoir un stock bien garni et justement garni. On doit faire des rentrées, des sorties, pareil qu'eux. Hein. Donc, on a la même culture qu'eux. Et normalement, ça passe bien avec un commerçant. C'est rare qu'on se fasse jeter, c'est rare que, même s'ils nous disent non, je suis pas vendeur, c'est pas grave, on peut rester à discuter un peu avec eux, et puis 3 mois après repasser, puis un jour ils le seront. Effectivement, la rotation, elle est importante. Donc,
sauf si on tombe la première année, mais sinon, effectivement, si on est à sa 4e année de vente, dans les 3 ans, il va revendre, probablement. Intéressant. Alors, pour terminer, et pour aller dans le sens aussi d'Arnaud, il nous fait la courte échelle avec son outil, hein, qui est quand même plutôt bien fait. Mais toi, sauf erreur, tu es d'abord une littéraire, Valérie. Donc, comment tu t'es mis à… C'est ça? Alors, donc, c'est possible. Donc, C'est pas incompatible. tu nous prouves que c'est possible. Oui, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le bilan pour vendre un commerce. Oui, j'aime bien les chiffres, ça me rassure, parce que par rapport au résidentiel, je trouve que c'est plus facile, je sais pas, une petite famille qui vend sa maison dans laquelle il s'est passé plein de bonheur. Ils ont toujours du mal en tous les cas, moi, ça me mettait mal à l'aise. Ils ont du mal à accepter notre prix, quelquefois. Surtout s'ils ont tout fait pendant le week-end, ils ont construit de leurs petites mains. Un commerce, on peut pas longtemps résister aux chiffres. Je veux dire, attendez, monsieur, votre résultat, c'est ça. Ou alors vous achetez mal, il y a quelque chose. Enfin, les chiffres, ils parlent, on peut pas leur faire mentir. Donc, à un moment donné, même si au début, il est réticent, il finit par accepter une réalité qui est mathématique comptable. C'est ça. C'est l'avantage majeur qu'on peut avoir effectivement dans une vente de fonds, c'est d'arriver à, j'allais dire coincer, c'est pas tellement le mot, mais à montrer vraiment par A plus B à un vendeur quelle est la valeur de son affaire et à le mettre devant un choix où il va dire ok, j'ai compris, je signe le mandat au bon prix ou approchant. C'est l'objectif du site justement, Estime mon commerce, ou alors celui où il va dire bah non, finalement moi je m'en fous, je veux garder mon prix et tant pis. Et là il n'est pas vendeur. Et bah du coup on passe sur le chemin. C'est ça. Voilà. Une petite question, une dernière question, parce qu'en fait, on a partagé ton expérience, c'est intéressant, Valérie, mais pour terminer avec notre ami Arnaud, tu as une question, toi, pour un spécialiste? Pardon? À qui tu parles, à Arnaud ou à moi? À toi. Est-ce que tu as une question pour Arnaud? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme question? Non, mais en fait, il a répondu à beaucoup de choses en donnant les commerces qui se vendent peut-être plus facilement avec une grosse recherche. Non, si, peut-être quid des bureaux pour demain ou les années à venir, les bureaux vont repartir, pas repartir? Parce que ça fait partie de l'immobilier pro aussi. Oui, le monde de l'immobilier pro, qui est un peu un mot valise d'ailleurs, hein, il y a pas mal de biens dedans, les commerces, les entreprises, les murs commerciaux, les bureaux, le code d'activité, etc., etc. Alors, j'ai pas une boule de cristal malheureusement pour répondre à cette question, mais on voit pas mal de choses. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de conversion, de reconversion du coup de bureaux inoccupés en habitation. C'est quelque chose qui est sur le feu, mais bon, ça déroule un peu lentement. Les bureaux, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, moi je pense, parce qu'il y a quand même des mastodontes un petit peu sur ce secteur d'activité qui trustent un peu la scène, hein. Je vais les citer, mais vous les connaissez. Il y a CBRE, Savills, Arthur Lloyd, BNP Real Estate. Donc moi, c'est vrai que partant du principe qu'il y a des mastodontes très forts sur ce secteur-là, j'ai toujours pris parti d'aller plutôt sur les fonds de commerce indépendants, où là, pour le coup, il n'y a pas grand monde, voire personne. Et c'est vrai que c'est un petit peu mes chouchous, les fonds de commerce, pour le coup, même si sur Estime mon commerce, on peut aussi estimer les titres de société, ce qu'on appelle communément les parts sociales, ou alors les murs commerciaux. Alors pour les bureaux, je ne saurais pas dire ce qui va se passer dans le futur, mais chacun sa spécialité, et c'est aussi une activité où l'appétence est forte. On en parlait tout à l'heure, les pharmacies, il y en a qui cartonnent dans les pharmacies, d'autres c'est sur les restaurants asiatiques, certains c'est sur la location, d'autres c'est sur les murs commerciaux. Chacun va trouver, en fait, au début, il faut tout tenter, et puis vous allez trouver votre appétence dans une niche, finalement, qui est d'une niche, en fait, hein. Et même en étant une niche d'une niche, vous verrez qu'il y a un marché qui est vaste. Je dis ça à tout le monde, hein, pas qu'à toi, Valérie, on se connaît un peu. Voilà. Donc, on va devoir se spécialiser, et on en voit des spécialistes de pharmacie, des gens qui font que de la pharma. On voit des
Voilà, c'est la stratégie que tu suggères, toi, Arnaud? Alors moi, j'ai commencé par tout faire et au bout d'un moment, je me suis spécialisé sur les hôtels parce que les hôtels, c'est souvent des beaux bébés et il y a souvent des commissions à 6 chiffres. Donc, au lieu de vendre 10 snacks dans l'année quand on vend 2 hôtels, globalement, on aboutit à peu près au même niveau de commission. Moi, je tournais entre, on va dire, à peu près entre 350 et 400 000 par an. Au début, pour ça, il me fallait 15 affaires. Quand j'ai commencé à gazer bien dans l'hôtellerie, ben, il m'en fallait 2 ou 3, c'est tout. Voilà. Mais après, chacun ses spécialités. Il y en a qui vont aller sur la brasserie, d'autres sur la boulangerie. Certains font que des tabacs. Mais c'est le résultat d'une appétence et finalement d'une spécificité qu'on acquiert au fil du temps. Mais moi, je conseille de commencer par tout. Essayez tout. Vous allez voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est comme ça que j'ai créé, moi, ma propre méthode. Je partage d'ailleurs sur le site. Intéressant. Sur la franchise, quel est ton sentiment sur la franchise? Moins facile que l'indépendant, parce que la franchise, on va nécessairement avoir une double validation chez l'acquéreur, de l'acquéreur et de la franchise, effectivement, si on la vend, puisque la franchise, elle va devoir valider le repreneur pour s'assurer qu'il est capable de poursuivre, évidemment. Et si c'est un acquéreur qui est suivi par une franchise, eh bien, on va avoir aussi la validation de cette franchise-là sur le cahier des charges qu'elle impose à son acquéreur. Donc, il y a du plus et il y a du moins. Je dirais que les franchises méconnues, il faut se méfier parce que c'est parfois un miroir aux alouettes. Les franchises connues, j'ai envie de dire, il n'y a pas de sujet. Mais bon, quand on vend avec une franchise, ben, fatalement, ou qu'on achète, il y a un cahier des charges supérieur, notamment un droit d'entrée pour commencer. S'il y a des travaux à faire, ça chiffre rapidement à 2000, 3000 du mètre carré et vous multipliez. Si c'est 70 mètres carrés, ça fait facilement 150, 200 000 euros de travaux à faire. Donc voilà, il y a beaucoup de repreneurs, de porteurs de projets qui se tournent vers la franchise ne sachant pas trop quoi faire. Il y a 2000 franchises en France. Ils vont au salon de la franchise et puis ils se font parfois un peu vendre des trucs olé olé. Et c'est pas forcément des gens crédules, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui savent juste pas quoi aller chercher comme commerce. Donc c'est pour ça que quand on prospecte, on va rentrer tout un tas d'affaires très différentes et on va être en mesure d'avoir un portefeuille varié à proposer aux acheteurs, notamment ceux qui viennent vous voir pour une activité, et vous allez pouvoir les réorienter sur autre chose, sur une autre activité qu'ils ne connaissaient même pas en fait. Et c'est ça qui est intéressant. On appelle ça le tout commerce. Le tout commerce. Très, très, très bien. Mais sur les secteurs qui font. Voilà. Quand on est dans une banque, on a. Enfin, je t'apprends rien, mais tu as les taux de rentabilité par secteur. Là, si tu devais citer les plus profitables, c'est compliqué de donner quelque chose comme ça d'un peu universel, mais d'une manière générale, avec ton expérience, est-ce que tu vois, là, tu as une base de données gigantesque quand même, parce que en fait, c'est un peu comme meilleur agent, on te fournit de la donnée. Donc, toi, tu as beaucoup de données, tu l'analyses, j'imagine que tu dois en tirer des bilans super intéressants. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ça? Et puis aussi, une question annexe, c'est sur les zones géographiques quand même. Qu'est-ce que tu peux nous partager? Pour répondre à la première question, si vous allez sur Estimation Commerce, il y a une section dans les outils qui s'appelle Nos guides pour agents IMO. Et le numéro 2, ça s'appelle Quelles activités cibler et lesquelles éviter. Il y a 7 activités qui sont vraiment intéressantes, très recherchées par les acheteurs et pour des bonnes raisons. Et pour répondre à ta question, on peut citer la restauration rapide sous toutes ses formes, parce que c'est très rentable et c'est facile à faire. L'hôtellerie également, mais plus l'hôtellerie sans restauration, on appelle ça les hôtels bureaux, qui sont très rentables. Le tabac aussi, quand même bien. Et puis après, on va avoir d'autres déclinaisons de la restauration, comme la brasserie. Et puis là, je cible sur ce qui est alors l'optique et l'automobile aussi, c'est pas mal. Et puis ensuite, on va avoir Pour l'optique, on a l'impression que ça a baissé un peu l'optique, non? Ça a baissé, mais ça reste quand même. On est une population avec beaucoup de seniors, donc moi-même, je suis qu'un cas, j'ai des lunettes. T'en as aussi, tu vois. Donc l'optique, ça reste quand même quelque chose. Et puis après, il y a une immensité inimaginable d'activités qui sont très rentables. J'ai vendu sur ma ville, pour vous dire, un magasin spécialisé dans les tabliers professionnels. C'est quand même ciblé. C'était ultra rentable sans technicité. Dès comme ça, il y en a des tonnes, donc c'est difficile de dire lesquels.
Sur les zones géographiques, bon, bah, évidemment, si on est sur les gros pôles urbains, fatalement, on a un attrait qui est supérieur pour les acquéreurs. Mais aujourd'hui, après le Covid, il y a aussi beaucoup d'acheteurs qui veulent aller en dehors des villes. Donc, c'est intéressant. Pour ça qu'il y a 80% des deals se font hors des grandes villes, d'une part. Et puis, bah, il y a des zones, oui, il y a des zones qui sont quand même un peu sinistrées, hein, mais bon, c'est un petit peu les trous noirs de la France, j'ai envie de dire, qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Mais moi, on fait partie d'un réseau, j'ai quand même eu une vision nationale qui nous a. Il y avait un adage chez nous qui disait il n'y a pas de mauvais secteur, il n'y a que des mauvais consultants. Et c'est pas faux parce qu'en fait, dans tous les secteurs, il y a des bonnes affaires. Il vous en faut pas 50 pour faire un bon portefeuille de mandat, hein. 20, 30 affaires, c'est déjà très bien. Donc, vous les trouverez sur votre secteur. Si vous rayonnez sur, allez, on va dire 50 bornes à tout casser, et encore, c'est largement suffisant, hein. Les activités, il y en a. Très intéressant. Super. Est-ce qu'il y a, on va libérer Valérie parce qu'on l'a un petit peu accaparée, donc on est désolé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient s'exprimer? Merci Valérie. Et Merci. est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent émaner de l'audience? On va essayer de... Voilà, Valérie qui est là. On va essayer. Non, mais tu traites l'international ou pas du tout? Non, parce que sur la France, il y a déjà largement de quoi faire. Et vu le peu d'acteurs et la masse qu'il y a à faire, si on compare avec le résidentiel, c'est impressionnant, donc pas nécessairement. Alors, si l'outil, si mon commerce permet de traiter l'international, la réponse est oui. Partout où la notion de fonds de commerce existe, ce qui n'est pas le cas partout, hein. Par exemple, aux États-Unis, comme tu le sais peut-être, c'est beaucoup plus ténu que ça, hein. Mais en France, cette vraie notion de fonds de commerce existe, notamment grâce au bail commercial, qui quand même s'il y a une échéance, il y a une notion de renouvellement qui protège l'exploitant, le locataire, parce qu'on ne peut pas le mettre dehors comme ça, et parce que si on le met dehors, il faut lui verser une indemnité d'éviction qui consiste schématiquement à lui racheter son fonds de commerce. Donc les bailleurs ne mettent pas dehors leurs locataires. Et ça, c'est un truc très français. Donc l'outil se concentre sur la France, mais on a aussi des utilisateurs qui viennent des pays francophones, hein, d'autres. On est en train de auquel je faisais référence, hein, parce que le monde anglo-saxon, on est d'accord au niveau légal et au niveau du commerce, même déjà commencer par la Grande-Bretagne qui n'est pas si loin, c'est évidemment une toute autre histoire. Mais je pensais, oui, à la Belgique et puis à la Suisse pour voilà, des francophones. On a des utilisateurs suisses, belges, on en a aussi en Afrique francophone, on en a aussi Québec qui commence un peu à regarder ce qui se passe. Donc oui, effectivement, partout. De toute façon, dans le monde entier, quand on rachète un business, ce qu'on regarde, c'est sa rentabilité. Et nous, on n'a rien inventé. On se base sur la renta. La rentabilité, quand je rachète un outil de travail, un commerce, une affaire, un business, appelons ça comme on veut, la rentabilité qui s'y trouve, si moi je poursuis de la même manière, et c'est ce qui m'intéresse, va me permettre de rembourser mon prêt sur l'achat de cette affaire et de me rémunérer. Donc, c'est le fil rouge. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de valeur. Et quelque part, quel que soit l'endroit dans le monde où on se trouve, c'est une métrique qui est valable. J'entends bien, j'entends bien. Je voulais savoir si dans l'Assemblée, on avait des spécialistes de l'hôtellerie. Est-ce qu'il y en a? Si c'est le cas, vous pouvez vous manifester. Est-ce que en fait, Magdalena ne serait pas dans l'hôtellerie? J'ai un petit doute, mais je pense que... Non, je me trompe, Magdalena, tu nous entends? En attendant, je reviens sur ta notion de hôtel-bureau, là. Je trouve ça plutôt intéressant comme concept. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'avenir pour toi, c'est la plus forte croissance du domaine? Tu as dit que c'était très intéressant. Tu peux nous en donner un peu les contours et pourquoi, au final, ça devient très, très intéressant? Alors, l'hôtel-bureau, enfin l'hôtellerie en général, hein, mais les hôtels, il y a 75% d'hôteliers en France qui sont indépendants. Quand on gère un hôtel, et j'ai fait de l'hôtellerie, donc je peux vous en parler aussi. C'est pour ça que je te pose la question. Un hôtel, ça se gère depuis la réception. Et la réception dans un hôtel, elle est généralement derrière la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, elle est ouverte puisque c'est un hôtel. Donc, quand on veut prospecter les hôtels, globalement, il suffit de rentrer
il y a quelqu'un à la réception. Et dans les hôtels indépendants, il y a généralement des couples ou même une personne, mais souvent des couples. Il y en a souvent au moins un des deux, voire les deux, à la réception. Donc, quand vous passez la porte d'un hôtel bureau ou d'un hôtel, généralement, vous avez le patron en face de vous à qui vous pouvez dire bonjour, je vends des hôtels, est-ce que vous êtes vendeur du vôtre? Et c'est comme ça que j'en ai pris en mandat un certain nombre et que j'en ai vendu une trentaine. Dont Tu des veux dire que tu as Beauvais, déjà le décisionnaire en face de toi, hein, donc ça, c'est il n'y a pas ça. de souci. Voilà, tu es avec le décideur, tu as le contact direct. Mais c'est plutôt sur l'approche produit, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait délaisser voilà, l'hôtel bureau Alors, sur le site, on a créé un outil d'ailleurs spécial de découverte pour les hôteliers. Il y en a un pour toutes les activités, mais il y en a aussi pour les hôtels, il y en a aussi pour les murs, les entreprises, etc. Mais l'activité d'hôtellerie bureau, hôtel bureau, c'est-à-dire on vend des chambres et des petits déj, hein, parfois des séminaires, des choses comme ça, mais voilà, c'est de l'hébergement. Majoritairement, ça intéresse les acquéreurs parce que c'est hyper rentable. La marge, elle est de 100% quasiment enfin 100% sur l'hôtellerie, hein, quasiment. À contrario de l'hôtel-restaurant. L'hôtel-restaurant, c'est un domaine où on a de l'hôtellerie et de la restauration. Et plus on a de restauration, plus ça va rebuter les acquéreurs, les pros de l'hébergement qui n'aiment pas la restauration parce qu'ils savent que c'est un métier contraignant. On dépend de pros de la cuisine. On a des coûts matières plus élevés, on a de la technicité nécessaire. Et pour le coup, les pros de la restauration n'aiment pas l'hébergement. C'est pour ça que l'hôtel-restaurant, comparé à l'hôtel-bureau, il est beaucoup plus difficile à vendre. Surtout quand on se trouve dans une affaire assez typique où on a 10, 15 chambres et un restaurant et on a la moitié du chiffre réalisé sur l'hébergement, l'autre moitié en restauration. Le truc, ça ressemble à une auberge globalement. Eh bien, il y a pas mal d'affaires comme ça qui, elles, sont difficiles à vendre. L'archétype de l'hôtel canon qui est à vendre, c'est l'hôtel bureau de 40 chambres au moins qui se trouve en centre-ville. Et là, vous avez pas mal de demandes pour ça. Et ça vaut le coup. Ça serait le produit phare dans l'hôtellerie. Ouais. Tu as une idée de ville, là, en termes de ville, s'il te plaît? Tu peux nous donner Alors, le premier marché en France sur l'hôtellerie, ça a longtemps été Paris parce que, et ça l'est toujours, hein, mais Paris a pris un petit peu cher pendant le Covid. Et le second marché, c'est la Côte d'Azur parce que beaucoup d'acquéreurs d'hôtellerie parisiens, d'hôtels parisiens, avec les prix des hôtels à l'époque, souvent se rabattaient un petit peu sur la Côte d'Azur. Le Covid a un petit peu renforcé ça encore, mais aujourd'hui, on est toujours sur ces deux zones phares. Globalement, l'acheteur d'hôtel, il va chercher deux choses. Il va chercher une chose. Il va chercher une affaire où il est à peu près certain d'avoir un flux annuel constant. Ça le rassure. C'est logique. Sur Nice, il y a des hôtels qui sont à 100% de taux d'occupation. C'est le cas aussi sur Paris. Évidemment, plus on va être dans des zones un petit peu perdues, plus ça va être compliqué. Tu nous entends là? Attends. Tu nous entends? Il y a un petit souci, je crois. Voilà. Ouais, on t'entend. Tu parlais de taux d'occupation sur Paris, oui, pardon? Les taux d'occupation sur des zones comme Paris ou sur Nice avoisinent facilement les 100%. J'ai vendu un hôtel à Cannes. À Cannes, on est par exemple sur des taux d'occupation à 60% quasi maximum, 60-65, parce que c'est beaucoup plus saisonnier. Donc les villes qui fonctionnent annuellement avec une masse de tourisme annuel et beaucoup de flux, forcément, c'est celles où les hôtels se vendent le mieux parce que c'est une sécurité. Donc c'est pour ça aussi que Paris, pendant le Covid, a pris cher parce que forcément, il y a eu un coup d'arrêt qui les a fait tomber un peu sur piédestal. Maintenant, on est remonté. Mais la Côte d'Azur… concurrence Airbnb quand même. Et c'est un métier, c'est un métier qui montre une extraordinaire résilience. Il y a eu les attentats, moi je les ai vécus à Nice, hein. J'étais au lendemain des attentats chez les hôteliers, c'était un truc dingue. Et bien ils se sont relevés de ça. Ils se sont relevés du Covid aussi, mais très vite en plus. Donc c'est quand même des métiers hyper résilients et tous les métiers n'ont pas cette résilience face à des crises. Donc il y a aussi ça. Et face à Airbnb, oui, alors Airbnb, effectivement, c'est aujourd'hui quelque chose qui existe, mais heureusement, il y a encore beaucoup d'hôtels en France, hein. Il y en a 19 000 hein, quand même, donc il y a de quoi faire. Alors, 10 ans, il y en avait combien? Ou 20 ans? J'ai pas compris, pardon. Il y a 10 ou 20 ans, quelle est l'évolution là, tu parles d'une vingtaine de mille d'hôtels et quelle est la tendance sur les 20 dernières années? Ça se développe. Si on suit par exemple chaque année les comptes rendus de KPMG sur l'hôtellerie aujourd'hui se développe parce qu'elle se développe pas forcément. Alors, elle se développe à la fois en termes de tendance, de façon de faire de l'hôtellerie. Il y a les hostels, les anciens hôtels de jeunesse, aujourd'hui, ça se développe beaucoup. Le Mama Shelter a un peu ouvert la voie en faisant des zones un peu variées dans l'hôtel. Partagé, c'est quelque chose qui marche bien. Ouais. Voilà, donc l'hôtellerie est en train d'essaimer sur tout un tas de concepts. Si je vois à Nice le nombre d'hôtels qui se construisent, je trouve
moi, je trouve ça hallucinant. Je me dis, mais comment ils vont les remplir? Et pourtant, ils se Mm. construisent. Et c'est des grosses unités voilà, avec des investissements énormes. Donc, je pense que l'hôtellerie a un bel avenir. Je pense qu'Airbnb est un modèle qui est en train de… Alors, s'effriter, le mot est fort, mais en tout cas, il est en train de se faire challenger par la législation. Parce qu'en plus, il y a toutes les normes que doivent respecter les hôteliers. Ce n'est pas le cas chez Airbnb. Il y a un moment, je pense qu'il y aura un nivellement. La fiscale aussi. La fiscalité qui est en train aussi de devenir moins en moins avantageuse. Et puis, il y a une histoire de normes, taxes de séjour, etc., qui font que… Et puis, il y a la concurrence chez Airbnb. Donc, voilà, ça reste encore un modèle intéressant. Et puis, les villes aussi, évidemment. Dans ma ville, par exemple, on peut avoir qu'un Airbnb. C'est une loi locale. On voit aussi dans les zones comme Barcelone, par exemple, où ils veulent les mettre dehors parce que les habitants ne peuvent plus se loger. Le surtourisme c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Donc, je pense que l'hôtellerie se fait challenger, mais comme dans tous les métiers, les périodes difficiles tendent à écrémer un peu les affaires qui finalement n'ont pas vocation à perdurer. Et celles qui sont intéressantes, qui sont vraiment vendables, elles durent. Le Covid l'a bien montré. Le Covid, il a quand même écrémé tout un tas d'affaires qui n'avaient finalement plus vocation à être pérennes. C'est ce que je dis, c'est très dur, hein, mais c'est Darwin. C'est ça, c'est factuel. Et donc, on voit 2 ans après le Covid, maintenant les bilans, 2 ans, oui, après la sortie définitive, on voit les bilans qui montrent la pérennité des affaires finalement. Parce que celles pour lesquelles le Covid n'était qu'un accident de parcours, on le voit maintenant. Celles pour qui c'était vraiment pas un accident de parcours, soit elles ont vraiment baissé fortement et leur baisse reste dans la durée, soit elles ont disparu. Oui, exact. Super. Écoute, un grand merci. Il y a Avec plaisir. le générique de fin qui s'était lancé avant. Voilà, il avait hâte de terminer cette séance passionnante. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. C'était captivant. Le but, c'était vraiment de partager ces infos parce que je pense que tu connais bien ton sujet. Tu es vraiment un expert métier sur cette thématique. Et la thématique dans la thématique, c'était quand même l'hôtellerie. Donc, il se trouve que c'est aussi ton parcours. Donc, merci d'avoir partagé tout ça. Donc, si tu devais retenir si on devait retenir 3 choses là pour pas hésiter à se lancer, tu dirais quoi? Allez, on cherche de l'hôtellerie? On fait… Déjà, je vous dirais, n'ayez pas peur, cérébralisez pas, il faut juste y aller. Descendez sur le terrain, commencez par 1 heure, 2 heures, une demi-journée ou carrément une journée, c'est encore le mieux. Et tapez à des portes, bonjour, je vais venir voir si vous rendez votre fonds de commerce. Vous serez épaté de voir finalement que cette barrière, elle s'effondre. Deuxième chose, l'hôtellerie, je ne commencerai peut-être pas par là parce que c'est des beaux bébés et il faut… Alors, on a un outil spécial sur le site qui vous permet quand même de le faire, d'être légitime instantanément, et c'est aussi la vocation du site de vous permettre d'être légitime tout de suite. J'irai sur tout ce qui est restauration, tabac, boulangerie, bar, brasserie. Évitez les restaurants, c'est quand même plus difficile à vendre, en tout cas, sauf les restaurants un peu faciles et pas trop gros, j'ai envie de dire. Et puis respectez les… Ne prenez pas tous les mandats en vente, surtout. Parce que vous allez vous décourager, ça ne sert à rien. Il faut prendre que des bons mandats, c'est-à-dire au bon prix. Et c'est pour ça qu'on a créé estimermoncommerce.fr pour vous aider à le faire facilement. Génial, c'est une très très belle conclusion. Je vous souhaite plein de bonnes affaires. Lancez-vous dans le pro, ça vaut le coup. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça qu'on a voulu cette émission. On en a parlé déjà, ça fait plus d'1 an qu'on est en contact avec Arnaud. Et encore une fois, il y a 10 personnes qui ont donc reçu un abonnement. Vous allez recevoir d'un mois, vous allez recevoir un email de la part d'Arnaud et vous allez pouvoir tester en vrai avec tous les outils disponibles ce fabuleux logiciel. J'ai pas d'action, mais je trouve que c'est bien. J'aime encourager c'est ce qu'on appelle la PropTech, hein, quelque part. Tu te considères dans la PropTech, hein, tu t'en fais partie, non? Tout à fait. Voilà. Alors après, vous savez, nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est aller voir les avis. Hein, voilà, on a 5 étoiles partout, donc et c'est des pros qui le disent, hein, c'est pas nous. 25 000 estimations réalisées, donc